Bienvenue sur Mio, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Handi et alors consacré à la question du handicap. Et aujourd'hui, on va parler de ces plateformes web et mobiles qui ne sont pas accessibles, pas utilisables par une partie de la population française, notamment les personnes en situation de handicap visuel. C'est à la fois une promesse, le tout numérique pour une vie plus autonome, plus indépendante, et quand ces plateformes sont mal pensées, et on va le voir dans un instant avec mes invités, eh bien, ça devient un parcours du combattant. Avec moi sur ce plateau, Bruno Gendron. Vous êtes vice-président du collectif français du handicap visuel. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes aussi président de la Fédération des aveugles et amblyopes de France. Vous œuvrez avec vos associations beaucoup sur cette question de l'accessibilité numérique. Dans un instant, on va raconter exactement à nos téléspectatrices et nos téléspectateurs, de plus en plus nombreuses et nombreux d'ailleurs. Vous êtes plus de 2 739 000 à nous suivre et merci pour cela, merci pour votre fidélité. Vous nous raconterez ce qu'est exactement l'accessibilité numérique parce que dans votre jargon, c'est certainement quelque chose de compréhensible, mais il va bien falloir que l'on sache de quoi on parle. Également, de l'autre côté de la table, Thibaut de Martin-Pré. Vous êtes directeur du campus Louis Braille. Bonjour à vous. Bonjour Anthony. Vous êtes aussi commissaire à l'accessibilité pour Bourges 2028, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec notre thématique d'aujourd'hui, mais c'est tout aussi intéressant parce que vous avez un double regard sur la question de l'accessibilité de façon générale. Vous avez été aussi militant associatif énormément, notamment dans le collectif français du handicap visuel. Allez, dans cette émission, on a plusieurs séquences. La première, c'est mieux d'en parler. L'accessibilité numérique, je le disais, c'est un grand mot. En tout cas, c'en sont deux. Bruno Gendron, qu'est-ce qui se cache exactement derrière ces termes-là ? Pour faire simple, le problème de l'ordinateur ou du téléphone pour les personnes qui ont des soucis de vue, soit déficients visuels, soit des personnes seniors qui ont des pertes d'autonomie visuelle, c'est comment on va communiquer avec ces outils-là. Pour la personne voyante, en gros, il y a l'écran du téléphone et de l'ordi, et ça permet, avec la souris et autres, de pouvoir communiquer. Pour les déficients visuels, il va falloir des interfaces spécifiques que sont le braille, le grossissement de caractères ou la synthèse vocale. Mais pour que ces outils-là fonctionnent, il faut en amont que les sites internet, que les applications soient accessibles. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire, pour prendre quelque chose de très concret, sur un site où il y a une photo, évidemment, elle n'est pas directement accessible à une personne qui a une problématique visuelle. Par contre, quand on met ce qu'on appelle une alternative textuelle, c'est pas trop technique et on comprend bien l'idée, c'est-à-dire qu'on va écrire quelque chose qui va permettre de décrire la photo. Donc, par exemple, on met une photo sur un site internet ou même sur les réseaux sociaux, on ne se contente pas juste de dire « photo de Bruno Gendron ». On décrit à minima comment Bruno Gendron est habillé, est-ce qu'il a une barbe de 3 jours ou rasé de près. Exactement, ouais. Et le cas échéant, dans quel contexte il est aussi. Avec quoi, par exemple, le contexte, ça va être quoi ? Par exemple, dans un bureau ou dans un espace de nature ou dans la maison de la culture de Bourges, par exemple, pour faire du lien avec ce qui a été dit tout à l'heure. Ouais. Thibaut de Martin-Pré, vous, au niveau du campus Louis Braille, la question de l'accessibilité numérique, vous la traversez comment ? Effectivement, l'accessibilité numérique, c'est un sujet majeur pour les personnes déficientes visuelles. Et pas que, d'ailleurs, pardonnez-moi, oui. Mais je crois, et vous me corrigerez, messieurs, si je dis une bêtise, mais le chiffre que j'ai, c'est 10% de la population qui est concernée. Parce qu'il n'y a pas que la déficience visuelle qui est touchée et impactée par cela. Il y a notamment les personnes dyslexiques, dyspraxiques de manière générale. Bien sûr, les personnes qui utilisent un clavier aussi, qui ne peuvent pas utiliser la souris parce qu'elles ont par exemple qu'un bras ou ce genre de choses. Donc, tout à fait, c'est beaucoup plus que seulement les déficients visuels. Et effectivement, le numérique aujourd'hui est partout pour commander des tickets, pour rester dans la thématique, des tickets pour aller à un spectacle ou à un musée ou un concert, pour travailler.
Il y a du digital partout pour réserver une salle, pour poser ses congés, etc. Et donc aujourd'hui, les difficultés d'accès aux outils numériques représentent une des barrières principales, si ce n'est la barrière principale, d'inclusion, de pleine citoyenneté et des personnes en situation de handicap en France. Et notamment, Bruno Gendron, sur les démarches administratives, l'État a voulu enclencher depuis 2017 une simplification des procédures grâce au digital, grâce au numérique. Il y a même des choses que l'on peut désormais faire uniquement en ligne, comme déclarer ses impôts. Alors on peut le faire en ligne et les déclarer de manière relativement autonome, en tout cas quand la déclaration est simple. Quand elle devient un peu complexe et qu'on a pas mal de choses à déclarer, là ça devient beaucoup moins accessible. On ne peut pas utiliser convenablement la messagerie. Or, si on inscrit ce sujet-là dans un contexte plus large, c'est quoi la place d'un citoyen, qu'il soit déficient visuel ou pas, qui ne peut pas déclarer ses impôts? On sait que c'est pas agréable de déclarer ses impôts, mais c'est quand même un acte, un acte citoyen. Absolument. Donc on peut quand même être fier de pouvoir déclarer ses impôts. Il y a des personnes qui ne sont même pas imposables et qui aimeraient peut-être d'ailleurs avoir suffisamment de richesse pour déclarer ses impôts. C'est ça. Thibaut de Martin-Près, la question de l'accessibilité du site des impôts, l'accessibilité du site d'une entreprise, etc., aujourd'hui, c'est quelque chose de réglementé, notamment par le référentiel général d'accessibilité. Tout à fait. Alors nous avons en France un règlement qui existe depuis fort longtemps, qui transpose en fait le règlement international et le règlement européen en droit français. Donc c'est, je ne vais pas me tromper, plus de 100 critères, 107 je crois, quelque chose comme ça, qui définissent qu'est-ce que c'est qu'un site accessible. On parlait tout à l'heure de la description des images, ça peut être aussi l'étiquetage d'un bouton pour passer par exemple à la page suivante, réguler aussi les captchas, etc. Donc c'est assez technique, ce règlement général d'amélioration de l'accessibilité. Je crois qu'on a la version 5.0, donc c'est pour vous dire à quel point... ça évolue tout le temps, mais si vous voulez bien, je voudrais qu'on vulgarise un peu plus encore pour les personnes qui nous regardent. Quand vous dites étiqueter un bouton, c'est-à-dire que quand je suis développeur, je mets un bouton qui va emmener sur la page suivante, donc c'est un lien finalement. Visuellement, je peux faire un joli graphique et je mets suivant dessus. Mais par contre, si textuellement je ne l'écris pas, si je ne réponds pas non plus à des critères de couleur, des critères de contraste, etc., ce n'est pas utilisable par une personne en situation de handicap et même dans son positionnement ergonomique. Ça peut ne pas être pratique pour les gens dont vous disiez qu'il y avait des difficultés de manipulation de la souris. C'est ça, donc c'est un sujet qui est quand même éminemment technique, parce qu'il nécessite que le développeur, quand il développe son site internet, pense effectivement à appliquer ces règles pour qu'ensuite les personnes sans handicap puissent utiliser le site, comme disait tout à l'heure Bruno. Et c'est vrai aussi pour les contrastes, c'est vrai aussi pour les différents formulaires. Quand on sélectionne les dates, par exemple, pas plus tard qu'hier soir, je voulais réserver un hôtel, et en fait pour choisir date d'arrivée, date de départ, mais ça marche quasiment jamais, ces trucs de sélection de date, quand on a un ordinateur adapté comme le mien ou comme Bruno, et alors que ça pourrait. Mais il faut que le développeur, mais aussi, c'est pas que le développeur, c'est aussi l'architecte du logiciel, le designer, le UX designer, donc c'est toute la chaîne des professionnels qui interviennent, qui doivent être sensibilisés. Et ce qu'on note, c'est qu'il y a un défaut de formation, de connaissance sur ces sujets d'accessibilité numérique, de la part des professionnels qui sont censés développer ces sites internet. Donc en fait, ils sont un peu au courant, mais ils savent pas très bien comment faire, donc on peut presque pas tellement leur en vouloir, puisque à l'école, quand on va dans les écoles de développement, on apprend très peu, voire rien, au sujet de l'accessibilité numérique. Alors, est-ce qu'on peut dire que finalement le numérique est une nouvelle fracture sociétale, sociale pour les personnes en situation de handicap? Alors, moi, je pense la question est ouverte pour tous les deux. Je pense que Bruno sera d'accord. Moi, je pense que oui, et je pense que ce qui est encore plus pernicieux, c'est que ça ne se voit pas. Quand il manque un ascenseur ou il manque une rampe dans un bâtiment, ça se voit et on peut le constater, faire des photos. Quand un site n'est pas accessible, on ne peut pas faire de photos, ça ne se voit pas. Et c'est évidemment vrai ce que vous dites. D'ailleurs, c'est pour ça que on le raconte depuis tout à l'heure et qu'on essaie de le vulgariser le plus possible, parce que je me rends compte, en parlant au quotidien autour de moi, l'accessibilité numérique, c'est quoi? De quoi tu parles? Même quand vous appelez une entreprise qui n'a pas son site rendu accessible, elle ne voit même pas de quoi on parle. Bruno Gendron. Oui, je crois que la question de la fracture numérique, elle est beaucoup plus large que la question de la déficience visuelle. Après, la difficulté qu'il y a pour les personnes déficientes visuelles, mais on l'a dit, l'idée, ça serait d'élargir à la population 10, aux déficients auditifs, aux gens qui ont des difficultés de préhension et autres. Mais bon, là, il se trouve qu'on est des représentants.
du monde de la déficience visuelle, je crois que c'est plutôt les modes d'accès qui sont en cause, puisqu'il y a besoin de modes d'accès spécifiques. Et je crois qu'il y a un sujet majeur qui n'est aujourd'hui pas pris en compte au plan, si on parle d'une vision politique des choses au sens de la vie de la cité, pas au sens partisan. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est quoi le droit de choisir sa vie, qui est promu par la Convention internationale des droits des personnes handicapées, quand on ne peut pas choisir d'aller sur tel ou tel site Internet. Et puis par ailleurs, je crois qu'il y a une dimension, me semble-t-il, très forte, c'est qu'il faut qu'on arrive à inverser la problématique. C'est en tout cas ce qu'on cherche à faire à la Fédération des aveugles de France, comme au collectif français du handicap visuel, c'est de dire, au fond, réparer un défaut d'accessibilité, c'est beaucoup plus difficile que le faire en amont. C'est comme rajouter un plan incliné, si on parle de l'accessibilité des déplacements, c'est beaucoup plus facile de le concevoir en amont dans la logique architecturale de départ, plutôt que de le faire a posteriori. Et là, on est dans la même logique. Pour le numérique, pour le virtuel. Bruno Gendron, ne m'en voulez pas, mais je vais quand même vous interpeller sur un de vos plaidoyers à la Fédération des aveugles et amblyopes de France, parce que cette question de l'accessibilité numérique et de la fracture sociale et numérique dont vous parlez, elle touche énormément nos aînés. Oui. Et passé 60 ans, ces mêmes personnes qui perdent la vue ne peuvent plus prétendre aux mêmes aides, notamment de la maison départementale des personnes handicapées, que lorsqu'elles en ont 59 et moins. Alors, vous avez tout à fait raison. Il y a des combats qu'on mène. On n'est pas les seuls à les mener. Non, bien sûr. Il y a la Fédération les mène. L'association Valentin A8. Voilà, et même l'APF France Handicap. Enfin, voilà. Il y a un sujet de politique budgétaire. Mais c'est vous que j'ai autour de la table. C'est pour ça que je vous interpelle. C'est ça. Oui. Non, alors, l'idée, c'est qu'effectivement, on essaye de travailler là-dessus. Et c'est des combats qu'on mène au long cours. Vous savez que les gens qui ont travaillé sur la loi de 2005 avaient déjà dans le prisme de travailler sur la barrière d'âge de 60 ans. Et d'ailleurs, me semble-t-il, la rupture de la barrière d'âge devait être mise en place dans la loi de 2005 dans un délai qui, de fait, n'a pas été respecté. Est-ce que c'est propre à la France, Thibaut de Martin-Pré, vous qui avez pas mal scié Le Monde l'année dernière notamment, je le sais de sources sûres, ce retard sur l'accessibilité numérique, c'est quelque chose de très franco-français ? Non, on a souvent l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Honnêtement, c'est pas le cas. Alors certes, il y a, par exemple, dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, une culture des attaques en justice, des procès, que les associations de personnes mènent depuis longtemps. Donc ce que la France commence à faire avec ce qu'on évoquait sur le site des impôts et d'autres sites, notamment de grande distribution, vous allez sans doute en parler, Anthony. Donc on s'y met en France sur ces actions collectives, ces actions juridiques. Aux États-Unis ou en Angleterre, c'est déjà le cas depuis quelques années. Ils obtiennent quelques résultats, quelques indemnisations, mais honnêtement, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, je pense que c'est pas vrai. Notamment l'association APIDV et puis Droit Pluriel qui ont assigné en justice les enseignes Carrefour, Auchan, Picard et Leclerc pour non-conformité de leur site internet et du manque d'accessibilité numérique, je crois. Il y a des jugements qui sont en cours, on ne va pas forcément les détailler ici. Et des jugements contradictoires. Et des jugements Auchan et Carrefour, enfin... Oui, c'est intéressant parce que ça va produire de la jurisprudence, et ça c'est extrêmement important. Une cour notamment qui a débouté la demande, et l'autre qui a validé, et qui a dit qu'en termes de droit, effectivement, les associations qui requéraient un jugement étaient dans leurs droits. Donc oui, vous avez raison, ça va finalement faire une jurisprudence, sachant que le droit européen, parce que c'est de cela dont on parle quand même, c'est le droit européen qui fixe ces directives et qui a amené à la loi, enfin en tout cas la transposition en droit français, c'est la loi européenne qui prévaut. Oui, la loi européenne, effectivement, elle s'impose à la loi française, et comme on a transposé en France depuis le 28 juin 2025, 25 ou 26, Bruno ? 25, donc ça fait déjà plus d'un an, enfin presque un an. Eh bien, normalement, ces lois sont appliquées. Et une des décisions du tribunal qui rejette l'assignation des associations est
proprement incompréhensible. Alors vous dites normalement elles sont appliquées. Bruno Gendron, est-ce qu'elles sont vraiment appliquées quand on prend les sites gouvernementaux avec, on avait un objectif de 250 démarches dématérialisées qui devaient être rendues accessibles. Rappelez-nous à quelle date ? Bon, alors la date, je la connais pas, mais en tout cas, en année. En année. 23, non. En tout cas, ce qui est clair. En 2025. Et donc on a eu un Premier ministre, je ne le citerai pas, vous chercherez, hein, mais en tout cas, qui a eu un passage assez éphémère, mais pas celui auquel vous pensez qui est resté très très peu de temps, l'autre. Et qui, pour le coup, avait déclaré que 50% des démarches devaient être rendues accessibles à 2025, et finalement, on n'est qu'à 6%. Et on n'est qu'à 6%, et là, pour le coup, c'est la Fédération des aveugles de France qui a mis en place un observatoire du respect des règles d'accessibilité numérique, et on doit être à 3,5% de sites qui respectent leurs obligations déclaratives. Et ça, c'est quand même un sujet, parce que on peut se dire, ce qui est mesuré, c'est les obligations déclaratives, le fait de mettre qu'on est accessible ou pas accessible sur sa page Internet, le fait de mettre qu'on a une charte d'accessibilité et un plan d'action, si on n'est pas accessible. Mais n'empêche que si déjà on ne fait pas ça, ça veut dire que derrière, on peut se dire que les sites ne sont pas accessibles. Et on entend aujourd'hui des acteurs qui disent ouvertement que l'accessibilité numérique n'est pas une priorité. Donc ça dit beaucoup, encore une fois, de la place des personnes en situation de handicap dans la société, dont la plupart du temps, sur lesquelles on raisonne, j'allais dire, a posteriori. C'est le truc qu'on fait en plus. J'allais dire le truc en plus pour faire un mot. Mais on n'a pas envie de faire deux mots aujourd'hui. Parce qu'on se dit, être citoyen à part entière, c'est pouvoir être pris en compte dès la conception des choses, au plan numérique comme ailleurs. Pour en revenir à cette histoire de fracture, au départ, c'est le numérique qui est censé, et qui d'ailleurs au quotidien, hein, notamment avec les questions de l'intelligence artificielle que vous suivez tous les deux, mais vous sur le campus Webrail avec les startups que vous accompagnez, que vous incubez, normalement le numérique, c'est quand même permettre aux personnes d'être plus autonomes. Exactement, le numérique doit être un levier d'autonomie, en tout cas c'est vraiment notre conviction au campus Webrail. Le campus Webrail, c'est un espace de ressources, un espace de solutions. Et donc on incube des startups, vous l'avez dit Anthony, mais également on a lancé la semaine dernière un centre européen de conception universelle qui a vocation à accueillir des entreprises et des administrations pour qu'elles puissent s'acculturer aux enjeux de handicap, tout handicap confondu, et justement faire ce que Bruno évoque, la véritable conception universelle, c'est-à-dire l'accessibilité native dès le départ. Pour faire ça, il faut sensibiliser et former les designers, les architectes, les responsables de produits, pour que les produits, les services, les expériences clients, mais aussi les sites internet soient conçus dès le départ pour tout le monde, et qu'on ne vienne pas à la fin, effectivement, rajouter une couche d'accessibilité. Et d'ailleurs, souvent, ça s'appelle des surcouches d'accessibilité, où on vient rajouter qui ne sont pas légales. Qui ne sont pas légales, mais qui se développent beaucoup, et qui était encore présente à Vivatech la semaine dernière, et ça m'attriste beaucoup, parce que ça perturbe beaucoup le marché, puisque c'est un marché complexe. Donc, là, pour bien comprendre ces surcouches, c'est-à-dire qu'en fait, on ne vient pas travailler les fondamentaux, on ne vient pas travailler le texte d'origine, le code d'origine, pardon, on vient rajouter des petits outils par-dessus pour essayer de bidouiller et faire en sorte que ça fonctionne à peu près. Ça apporte un confort pour certains, mais ça ne rend pas le site accessible. On repeint la façade, si vous voulez. On repeint la façade, mais on ne change pas véritablement les structures de l'immeuble, de la maison. Ouais. Et tout ça pour vous dire qu'on a la bonne nouvelle, parce que je pense que c'est important de parler de solutions et parler de choses Justement, concrètes. Alors je vous demande une seconde, on va passer à notre séquence, et on a un petit jingle pour ça, okay, pour parler des solutions capables de faire mieux. Vous avez lu mon prompteur que je n'ai pas, Thibaut de Martin-Pré. Alors, parlons des solutions du coup, alors allez-y. Non, mais les solutions, on vient de l'évoquer avec Bruno, c'est la conception universelle, c'est sensibiliser et former au sujet de l'accessibilité numérique. On a la bonne nouvelle que la direction interministérielle du numérique, la DINUM, qui est en fait le service informatique de l'État, si vous voulez, c'est... Direction interministérielle au numérique. La DINUM, voilà, qui maintenant fait dans la DITP. Enfin bon, je vous passe les acronymes. Grosso modo, c'est l'entité de l'État qui s'occupe des sites
créer des délégations interministérielles de la transformation publique. Voilà. Et ils ont décidé, et on en est ravis, d'implanter pour fin 2026 ou tout début 2027 un laboratoire de co-conception pour les outils numériques de l'État et des collectivités. C'est-à-dire que sur le campus Louis Braille, nous allons avoir plusieurs salles avec des vitres sans teint, dans laquelle les testeurs déficients visuels ou n'importe quel type de handicap, les usagers finalement, les citoyens, vont venir et vont rencontrer des développeurs ou des architectes qui développent les outils numériques de l'État ou des collectivités. Et ça, au-delà de l'enjeu légal... Je ne comprends pas les important. vitres sans teint, du coup. C'est C'est des interrogatoires ou Non, mais c'est le principe d'une salle de test en fait. D'accord, ok. Tu as un test qui s'organise dans une pièce et puis des observateurs qui sont un peu discrets pour ne pas perturber les tests. Ce qu'on appelait le bocal quand j'étais consultant. Voilà, et surtout du matériel de captation audio et vidéo pour faire des vraies enquêtes utilisateurs. Et ce que souhaite proposer par rapport à cet outil-là, c'est au-delà du RGA, des référentiels, des normes, on voit bien que ça ne suffit pas et ça ne fonctionne pas. Tout à l'heure, vous disiez 6% seulement des sites sont accessibles. Nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est l'usage. Des démarches. Je parlais des démarches. 6% voilà, des démarches publiques. Seulement 2%, Bruno Gendron, je crois, des sites internet qui seront rendus accessibles. Et l'enjeu, c'est de mettre en avant le besoin des gens et le test des utilisateurs. Parce que sinon, les développeurs, on leur dit tu dois respecter la loi, respecter le RGA. Ils ne savent pas pourquoi. Donc il faut qu'ils rencontrent les personnes, qu'ils comprennent les difficultés que ces personnes ont à naviguer sur tel ou tel site. Et là, le développeur, il va faire les corrections parce qu'il saura pourquoi. Bon, vous montez un commissariat dans votre campus, on l'a compris. Bruno Gendron, parmi les solutions concrètes qu'on peut proposer à une entreprise qui dit « Ok, j'ai bien entendu ce que vous me dites, je ne suis pas accessible par mon site internet, par mes outils métiers, par mon application mobile. Qu'est-ce que vous me proposez, vous, le collectif français du handicap visuel, avec vos associations membres ?» Alors, la plupart des associations membres ont des services numériques qu'elles peuvent mettre à disposition pour soutenir les entreprises dans leur démarche, entreprises et administration, pour rendre accessibles leurs outils. Après, il y a aussi beaucoup de structures associatives qui proposent des formations, parce qu'effectivement, ça ne s'invente pas de pouvoir faire de l'accessibilité numérique. Et l'air de rien, on évoque beaucoup la sensibilisation. Alors j'entends parfois des gens qui disent ça fait des années qu'on sensibilise, mais en vrai... Et vos questions du début de l'émission le prouvent. On s'imagine facilement la question de l'accessibilité du déplacement. Un escalier, on s'imagine ce que c'est et que ça peut gêner certaines personnes. L'accessibilité numérique, c'est beaucoup plus immatériel parce que juste le numérique est immatériel. Et c'est important d'arriver à sensibiliser les gens. Dans nos pratiques associatives, on est tous tombés sur des acteurs. Quand on leur dit qu'un bouton n'est pas étiqueté, ce que Thibaut disait tout à l'heure, pour eux, ça ne fait pas sens. Et donc, à nous de faire en sorte que ça fasse sens. De quoi vous auriez besoin, là, aujourd'hui, de la part des pouvoirs publics, sachant qu'il y a déjà notamment deux gendarmes, l'ARCOM notamment pour les sites qui relèvent du public ou des médias comme nous, et il y a la DGCCRF, donc la Direction Générale qui lutte contre la répression des fraudes. Qui ne lutte pas contre la répression d'ailleurs, qui est en charge de la répression des fraudes. Thibaut de Martin-Pré, de quoi on a besoin De mon point de vue... D'application Oui, non, oui, sans doute, des sanctions. Ça, je laisserai Bruno répondre sur le côté associatif et plaidoyer. Moi, je pense surtout qu'on a besoin de mieux former les utilisateurs, les concepteurs de logiciels, les développeurs, d'imposer dans les écoles du numérique, dans les universités, que l'accessibilité numérique soit dans le tronc commun des cursus, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous êtes ingénieur informatique, ingénieur développeur, vous n'avez pas reçu obligatoirement. Certaines écoles le font, certaines écoles le proposent, mais ce n'est pas obligatoire. Et donc l'État a quand même la possibilité, puisqu'il nomme les grades de master, les titres universitaires, etc., pourrait très bien plus promouvoir l'accessibilité numérique dans les cursus. Et pareil, dans la formation continue des développeurs, aussi bien du public que du privé. La formation. Vraiment un coup de projecteur là-dessus, parce qu'aujourd'hui, ce que nous disent les entreprises, c'est qu'elles ne connaissent pas le sujet, et quand elles le connaissent, elles ont affaire à quelques acteurs spécialisés, c'est une petite niche, avec des prix assez élevés. Donc en fait, il n'y a pas encore de marché assez mature
sur l'accessibilité Les prix sont numérique. élevés justement parce que c'est une niche et qu'il n'y a pas assez Oui. d'acteurs qui peuvent Et les gens qui challenger les tarifs. Voilà. Et les gens qui sont dans cette niche sont plutôt contents finalement d'être dans la niche. Pas encore assez suffisamment de demandes. Bruno Gendron, selon vous, qu'est-ce qui manque? Alors, il y a un élément. Il y a des éléments de discours qui peuvent manquer. C'est celui aussi de dire que quand on fait de l'accessibilité numérique, pour une population en particulier, on améliore le confort de tous. C'est assez facile de le montrer parce qu'en général, les outils sont beaucoup mieux structurés, beaucoup plus clairs, et du coup, ça améliore le confort de tous. Parce que sinon, on se confronte à une logique gestionnaire assez traditionnelle. Vous nous demandez de l'accessibilité numérique, ça a un coût, voire un surcoût, et je pense qu'il ne faut pas se cacher son petit doigt. Alors le surcoût, il est beaucoup plus élevé quand on fait l'accessibilité numérique a posteriori qu'en amont. Mais du coup, ça concerne combien de personnes? Moi, j'ai jamais de personnes déficientes visuelles qui viennent sur mon site. Donc, pourquoi je le ferais? Et donc, l'idée, c'est quand même aussi ça, c'est de montrer que, globalement, il y a une démarche de RSE, mais qu'il y a aussi une démarche économique au sens où on va améliorer les choses. Après, de la part des pouvoirs publics, on a aujourd'hui tout l'arsenal législatif. Je crois qu'on peut pas en vouloir beaucoup plus. Par contre, je vais raisonner non plus en tant que responsable associatif, mais en tant qu'ancien fonctionnaire de l'État. Il me semble, et je prends sur moi de le dire comme ça, que l'État, les collectivités territoriales, le service public en général, il doit être exemplaire. Et il doit être au rendez-vous. Et il doit être au rendez-vous. Sinon, on ne s'appelle plus service public. En tout cas, pas de tous les publics. Et donc, je crois que c'est pour ça que je dis qu'il faut une vision politique des choses, au sens noble du terme, parce que, quelque part, ce n'est pas le service de quelques-uns. L'accessibilité numérique, finalement, ça coûte cher pour l'instant, mais ça vaut le coup. Merci Thibaut de Martin-Pré d'être venu sur le plateau de Andy et alors. Vous êtes directeur du campus Louis Braille et commissaire à l'accessibilité de Bourges 2028. Et merci Bruno Gendron d'être venu. Vous êtes vice-président du collectif français du handicap visuel et également président de la Fédération des aveugles et amblyopes de France. Je veux remercier l'équipe qui m'aide à préparer cette émission. Yael Kahn, Max et Romain, respectivement à la réalisation et au son. Et je vous dis à très vite sur Mieux. Merci.